Alors moi j'ai commencé par Retour à Séoul, j'ai pas commencé par Diamond Ok. Island. Et du coup j'étais très contente parce que il est question d'un retour, c'est comme un exil à l'envers. Et donc tu traites de cette question de quelqu'un qui retourne sur, fortuitement, sur les traces de son passé. Et tu convoques beaucoup le passé, j'ai cru comprendre. Dans mes films, ouais. Ouais. Pourquoi parler d'exil comme ça, à l'envers? Qu'est-ce que ça s'appelle à l'envers dans ce cas précis? Dans ce cas, d'ailleurs, même dans ton cas, et je voulais te demander si c'était correct de dire ça, tu es d'origine cambodgienne, tes parents sont venus en 73, donc avant l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges. Ouais. Tu es né en France, en région parisienne, Ouais. et aujourd'hui tu habites au Cambodge. Ouais. C'est ce que j'appelle un exil à l'envers, c'est-à-dire tu retournes dans le pays que tes parents ont, je ne sais pas s'ils l'ont fui, en tout cas que tes parents ont décidé de quitter. Ouais, bien sûr. On peut dire que mes parents sont des exils et ils ont eu le statut de réfugiés politiques à partir du moment où les Khmers rouges prenaient le pouvoir en 75. Non, c'est intéressant. Pour moi, c'est la figure du retour. Si on parle de mon histoire et de l'histoire de Freddy dans Retour à Séoul, d'un retour d'exil, on pourrait dire. Et en fait, l'histoire de ce retour, c'est de se rendre compte qu'on est encore une fois exilé, même quand on revient sur la terre qu'on a quittée. Et du coup, comme c'est un récit contemporain assez fréquent et qui nous entoure, je l'ai souvent trouvé, moi, quand je l'ai reçu, alors je ne peux pas donner des exemples précis, mais quand je l'ai reçu en tant que film, en tant qu'article, en tant que reportage, en tant que documentaire, souvent un peu cliché dans la façon dont ces récits se passent et dans ce que je pourrais appeler l'idéologie sous-jacente que je trouve toujours un peu présente. Qui serait quelque chose d'une idéologie de la nécessité de réconciliation et de la promesse de réconciliation, soit que ces histoires de retour, pas tous mais souvent, finissent bien au sens où on va, c'est l'histoire des récits, on va rencontrer des problèmes, on va se remettre en question, ça va pas être facile, mais à la fin du récit, en comparaison du film ou du bouquin, il y aura quelque chose de l'ordre d'une paix qui va permettre à ces différentes entités, identités, cultures, ces différentes histoires de se réconcilier et de faire la paix. Et je me suis toujours senti un peu en porte-à-faux par rapport à ça, comme si il y avait quelque chose où je me disais soit j'y crois pas, soit tout simplement j'ai l'impression que mon expérience à moi, celle des gens autour de moi, elle est un peu à côté de ce truc-là. Il y a un truc, comme si ce récit était raconté comme on aimerait que nous on le raconte. Comme si pas réaliste. Ouais, pas réaliste dans ce que l'expérience réelle a de complexité, parfois de brutalité et parfois de non-réconciliation. Ça veut dire de non, le truc de closure des Américains, d'irrésolu à la fin. C'est-à-dire il y a quelque chose de l'ordre de la déception quand ils retournent sur les traces des parents. Ouais, plus que la déception, avant tout c'est un état de confusion. C'est déjà un état de confusion de tout d'un coup, on croyait aller vers quelque chose qui était nous et en fait on se rend compte qu'on est à la fois, et ça c'est l'expérience de tout le monde, un étranger aussi dans le pays des origines, même si on y a été, même si on est parti de ce pays quand on avait 10 ans voire 15 ans, quand on a passé 15 ans dans notre pays et qu'on revient, les gens nous voient comme un étranger, ça fissure complètement la conscience de ce qu'on se dit de soi, ça amène dans un état de confusion, de perte de repères, de frustration, ça rabat les cartes sur notre désir d'être vu, de la perception qu'on se fait de soi-même, puisque pour le dire un peu concrètement, quelqu'un qui était en France qui disait mais on me verra toujours comme un étranger et qui arrive dans le pays des origines qui dit en fait t'es français. Donc là ça peut être très très violent. Donc ça et puis la déception effectivement, et qu'est-ce qu'on fait de ça en fait, comment tout d'un coup cette espèce d'état inattendu de ce retour, que ce retour peut provoquer, qu'est-ce qu'après on en fait, qu'est-ce qu'on fait de l'irrésolution en fait de ces questions. Et est-ce que toi cette irrésolution tu l'as vécue quand tu es retourné au Cambodge et comment tu l'as? J'avoue que dans mon cas je crois l'avoir vécu un peu différemment. J'avais pas fantasmé, j'avais pas d'idée a priori, j'avais pas lu de bouquin, j'avais vu quelques films de Retipan. Et c'est tout. Avant d'aller au Cambodge à 25 ans, j'avais ouvert aucun livre d'histoire du Cambodge. J'étais absolument ignare
sur l'histoire du génocide, par exemple. C'était complètement honteux à Tes 25 ans. parents t'avaient caché. Mes parents ne m'avaient pas caché, mais ne m'avaient pas parlé concrètement de ça, sachant que eux non plus, en fait, n'avaient jamais lu ces livres-là, parce qu'on a perdu une grande partie de notre famille au Cambodge pendant le génocide, donc de 75 à 79. Et donc mes parents, ouais, je sais que mes parents, jusqu'à tard, n'ont pas lu, voilà, de se renseigner dans le détail de l'histoire du Cambodge, parce que c'est trop douloureux. Et donc moi, j'ai jamais fait non plus, comme résultante et conséquence peut-être de leur rapport à ça, mais c'est sûr pour moi, tel que je me le raconte aujourd'hui, cette espèce de silence, ça a été la raison pour laquelle, même si je m'en suis convaincu par des raisons un peu naïves de type je vais au Cambodge parce qu'il y a il y a un sujet de film qui m'intéresse et je veux connaître le pays de mes parents, c'est sûr que c'est la conséquence aussi de ce silence-là, la curiosité d'ouvrir une porte qui a été très longtemps fermée. Justement, donc tu es le petit-fils d'un producteur qui a quand même fait pas mal de choses au Cambodge à l'époque. Aujourd'hui, ta boîte, elle est au Cambodge, elle n'est pas ici. Et tes auteurs sont au Cambodge, ils sont cambodgiens. Donc, qu'est-ce qui, au final, même si tu es né ici, c'est là-bas que tu es en train de construire, je ne sais pas si on peut dire construire ta carrière, puisque de toute façon, tu es présent à Cannes, tu es présent en France, tes films sont aussi coproduits par des boîtes françaises. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est au Cambodge que tu décides de t'ancrer? Je n'ai pas de réponse construite à ça, autrement que un chemin personnel. Tu vois, le fait que moi, d'être allé au Cambodge, il n'y a rien d'original à ça, parce qu'en fait, il y a plein de cinéastes aussi qui sont nés en France et qui sont retournés, pas des cinéastes, mais des gens, des artistes, etc. Donc cette question-là travaille les gens. Donc il n'y a rien d'original à ça, il y a presque un déterminisme, il y a des gens qui peuvent trouver, je me rappelle, avant je fais une digression, je me rappelle quand j'étais au festival de Belfort, je présentais Le Sommet d'Or, mon premier documentaire en 2011, et je rencontrais des cinéastes français que j'admirais, que j'admire toujours, très connus, etc. On discutait, on sympathisait, et il m'avait dit un truc, ce cinéaste, il m'avait dit gentiment, mais avec la franchise intellectuelle qui était la sienne, et il disait voilà, je respecte ce que vous faites et tout, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de décevant, le déterminisme, de devoir aller dans le pays d'où on vient, comme si c'était une absence de liberté, de ne pas réussir à s'émanciper de ses origines, et de devoir comme ça, il y avait quelque chose de triste de voir tout le monde faire ce chemin vers l'arrière, tu vois. Et moi, ça m'est vachement déstabilisé quand il m'a dit ça, je me dis mais il a raison, et j'avais eu un peu honte de moi-même en disant ah ouais, c'est vrai, c'est pas du tout libre, alors que j'avais toujours été éduqué aussi, même par mes parents, par l'idée que, tu vois, si tu fais un film, il faut pas forcément qu'il y ait des Asiatiques, comme si c'était une... Bah non, justement. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'ai changé par rapport à ça. Mais j'ai grandi dans l'idée que c'est pas obligé que ce soit des Asiatiques, comme si ça me diminuait de me représenter uniquement dans ma propre représentation. Non, la beauté, ce serait de faire un film avec des acteurs caucasiens, français, et ça montre ça, l'intégration, et ça montre l'émancipation. Bah aujourd'hui, non, je suis désolé, c'était 2011, en 2023, j'ai vachement... je sais pas, pour moi, ce que m'a dit ce cinéaste-là, je comprends d'où ça vient. Aujourd'hui, ça me choque en fait qu'il ait pensé ça, parce que je vois très bien de quelle idéologie ça part, qui est une idéologie, je sais pas, comment dirais-je, de liberté, un éloge de la liberté, de se dire, de réussir à sortir, mais en fait, il parlait de sa position de cinéaste blanc français. Et évidemment, c'est facile de dire ça, et en fait, c'est facile de dire ça à des cinéastes racisés. Pour moi, je comprends très bien d'où il dit ça, et c'est pas choquant en soi, mais aujourd'hui, en fait, en tout cas, je me dis, tiens, c'est marrant comment j'ai pu, même pas accepter d'entendre ça, mais être complètement aligné par rapport à ça, et de me dire aujourd'hui, mais non, en fait, il n'y a aucun regret, aucune diminution à se dire, on fait ça, même si c'est un chemin naturel, classique, qui répond à une espèce de, pas d'instinct, mais d'appel presque universel, même si c'est pas tous les cinéastes. Donc là, par exemple, j'étais à Cannes, j'ai vu le film de Tran Anh Hung. Oui. Pour le coup, qui lui ne filme absolument pas d'asiatique. La passion d'Odin Bouffant, et là pour le coup, c'est un éloge de la culture française, et ça montre que c'est pas tout le monde ne choisit pas les mêmes chemins, mais en tout cas, voilà. Donc j'ai fait des digressions, c'est parti un peu en live, mais je suis content d'avoir dit ça. J'ai l'impression que de toute façon, quand on est cinéaste, les films qu'on fait, on dit qu'on fait toujours le même film. Ouais. On a un fil rouge, et tous les cinéastes ont ce fil rouge. C'est pas vrai de dire qu'on fait un film sur ci, c'est un film sur ça. Il y a toujours quelque part quelque chose qui anime le cinéaste, j'ai l'impression, jusqu'à la fin de sa vie, de cinéaste en tout cas. Et chez toi, j'ai senti ce côté, alors la convocation du passé qui est constante, que ce soit dans ton documentaire Le Sommeil d'Or
où on revient sur l'âge d'or du cinéma, enfin quand le cinéma existait, en tout cas au Cambodge avant 75, ou que ce soit dans Diamond Island, où c'est quand même quelqu'un qui a voulu échapper entre guillemets à son passé, puis qui finit par être attrapé par, ou Retour à Séoul, voilà, elle retourne sur ses origines. Cette recherche d'identité, elle est quand même assez importante, surtout quand on grandit hors sol, entre guillemets, non, de sa culture d'origine, en tout cas de celle des gens qui nous ont élevés. Ouais, c'est marrant parce que j'ai pris conscience de ce que tu dis uniquement récemment. Ça veut dire que moi je pense que quand on est artiste, on n'est pas là à réfléchir à ses propres thématiques en disant tiens, ça s'inscrit dans ça. En fait, tu réponds à ton instinct en pensant que le film est très différent, en vrai, tu vois. Et moi j'aimais bien ça, faire ça, tu vois. J'ai écrit Retour à Séoul dans le mode de narration, dans la façon de filmer, dans l'énergie, en opposition à Diamond Island, et ce que je pouvais voir d'un peu peut-être confortable dans la forme de Diamond Island, en disant tiens, mets-toi au défi, fais autre chose, fais l'opposé. Et en fait, c'est plus tard, quand j'ai fini le film ou quand j'étais en montage, que je me dis tiens, en fait, effectivement, comme tu le dis, c'est pas le même film, mais ça tourne clairement autour des mêmes obsessions. Et en fait, quand tu dis le passé est très présent, je rajouterais en réalité que c'est un rapport impossible au passé souvent. Les films sont des films qui parlent d'un rapport difficile au passé parce que ce passé, on le connaît pas et on n'a pas de prise dessus. S'il y a un vrai point commun, c'est ça. Finalement, il y a même aussi dans Diamond Island, il y a toujours cette thématique de famille cassée, famille disloquée, et on ne sait pas trop comment la remettre. Ouais. Est-ce que c'est une thématique qui est en lien direct avec cette situation d'exil, ou est-ce que c'est complètement séparé et c'est un trait, ton histoire personnelle complètement... Je crois que c'est lié à l'exil, je crois, en fait. Ça veut dire que c'est lié aux thématiques qui sont... En fait, j'ai ma tante et mon oncle qui ont survécu au Khmer Rouge, qui sont parmi les rares à avoir survécu, que mon père est allé chercher dans les camps de réfugiés en Thaïlande et qui sont ensuite venus habiter dans le même studio que mes parents en banlieue parisienne. Donc oui, je pense que c'est irrigué par ça plutôt. Ça veut dire, même si moi, on n'a pas eu ces histoires contrariées dans ma famille stricte, ma famille au sens plus large, complètement, c'est des récits que j'ai entendus pour le coup, tu vois, toujours, tu vois, mais j'ai jamais connu aucun de mes grands-parents par exemple. Donc oui, si en fait, quand j'y pense, même si, ouais, de savoir qu'en fait j'ai 3 oncles et tantes qui ont grandi à Hong Kong, que mon père a parlé, lui et ses 2 frères qui étaient partis au Cambodge avant les Khmer Rouges, ses 7 autres frères et sœurs sont morts avec ses parents au Cambodge sans qu'on sache jamais ce que c'est. Du coup je pense que ça nourrit ça en fait aussi en vérité. Donc j'ai jamais pensé en ces termes en fait, mais je pense qu'effectivement oui, c'est cette histoire qui est la nôtre, y compris une histoire d'exil, a eu beaucoup d'impact sur nos familles et sur les relations entre les uns et les autres. Et sur ta carrière de cinéaste, du coup. Sans doute. Il y avait un petit mot quelque chose que je voulais aborder sur tes personnages, qui étaient, pas tous, mais on voit, parce que Bora est très calme, son grand frère... c'est un peu cette espèce de James Dean cambodgien sur sa moto, épris de liberté, mais surtout Freddy dans Retour à Séoul, qui est intenable, qui fait tout ce qu'elle veut tout le temps, et d'ailleurs qui se retrouve même quand elle est avec un homme ou avec quelqu'un, le plan d'après elle est seule, et ça va. Donc ce sont des personnages vraiment épris de liberté, profondément presque sauvages, mais qui sont quand même d'une extrême sensibilité au final. Qu'est-ce que ça aussi, ça raconte beaucoup de choses sur les cinéastes, la façon dont ils construisent leurs personnages. C'est marrant, on m'a jamais posé cette question. Effectivement, oui, je pense que Bora, j'ai eu une époque où quand j'écrivais le scénario, c'était en 2014. Il y a toujours des moments de doute tout le temps, des moments de crise aussi, des vrais moments de crise. Moi, j'en ai toujours. Et donc, dans Diamond Island, ça m'a tapé quand tout d'un coup, au bout de plusieurs semaines d'écriture, chez moi à Phnom Penh, je me dis mais attends, qu'est-ce que je fais C'est un film sur un jeune de 20 ans, ouvrier, cambodgien. En quoi ça te parle en fait? En quoi tu es légitime à raconter ça, mais en quoi ça te concerne et pourquoi tu vas raconter cette histoire? Est-ce que c'est les bonnes raisons? Est-ce qu'il y a pas de l'opportunisme derrière? Donc, je me posais toutes ces questions. Et à un moment, ça m'a juste tapé dans la tête. Je me suis dit, mais attends. En fait, c'est mon histoire, mais je ne me rends pas compte. En fait, t'écris ça comme ça par intuition, mais quand je suis dans un lycée bourgeois à Lyon et qu'un ami m'a poussé à aller dans un club vidéo dans lequel j'ai appris c'était que l'analyse de film, alors que j'étais
un jeune amateur de film qui ne s'était jamais posé la question de devenir artiste, parce que ce n'était pas une question qui se posait, même si mon grand-père était producteur, mais en fait, en France, de l'éducation de mes parents, on ne s'est jamais posé la question d'être artiste, parce que ça paraissait pas du tout une voie imaginable. Et donc du coup de rentrer, j'ai vécu ce qu'a vécu Bora quelque part. Et donc du coup je me suis rendu compte que en fait Bora était pas si éloigné que moi, c'était un mois mort, mais que je connaissais bien parce que je l'ai été. Pourquoi finalement, c'est pas parce que tu es d'origine cambodgienne que tu dois faire que des films sur le Cambodge ou au Cambodge, comme disait ce cinéaste blanc. Ouais. Mais du coup, Séoul, un peu à côté, est-ce que c'est important pour toi de rester dans la représentation de ton environnement, de ta famille, ou est-ce que tu dirais que c'est calculé? Bah, rien n'est calculé, mais la prise de conscience petit à petit de son propre geste permet de construire des choses, y compris des convictions. Cette question de la représentation et de l'identification à des personnages qui nous ressemblent, je ne me suis pas posé moi la question quand j'étais jeune. Je me suis pris dans la gueule quand je suis allé la première fois à Los Angeles en 2012 et que tout le monde parlait de ça déjà à l'époque. Et je me dis, mais de quoi il parle? C'est Asian American. Il faisait plein de blagues, il se plaignait, etc. Et moi, je ne m'étais jamais posé la question de mon invisibilité au cinéma. C'était complètement intégré. C'est genre, bah oui, c'est normal. Je ne savais pas dire c'est normal, c'est juste que je ne m'étais pas posé la question. Mais ça raconte beaucoup de choses, encore une fois. Un peu comme les femmes quand on... Complètement, c'est toujours la même chose. Et donc, c'est une question qui est importante pour moi aujourd'hui, que je me poserai. Et que si je me mettais à faire des films uniquement avec aucun personnage asiatique, je trouverais ça très bizarre. Et c'est pas non plus une obligation, tu vois. C'est pas une obligation. Mes acteurs, si tu me demandes mes acteurs préférés, c'est DiCaprio, à qui j'ai pas osé parler à Cannes la semaine dernière, ou Joaquin Phoenix, tu vois. Et si je suis complètement honnête avec le truc, c'est un truc aussi il y a deux choses à dire, c'est que je suis plus utile aussi là-bas que quelque part je me raconte. Parce qu'en fait, il y a combien de producteurs en France? Il y a plein de producteurs, combien de bons producteurs en France? Il y a pas mal de bons producteurs. Oui. Donc en fait, si quelqu'un, c'est galère pour des réalisateurs de trouver des producteurs, il y en a. Un jeune cinéaste cambodgien talentueux, et il y en a. S'il veut trouver des producteurs, c'est très difficile parce que c'est pas un métier qui existe, il y a pas qui existe bien beaucoup. Le cinéma d'auteur n'est pas développé, donc en fait, il y a juste une question bête d'utilité où je suis plus utile parce que c'est dur de faire de la production, à dépenser d'énergie, à produire au Cambodge plutôt que de devenir de la centaine de producteurs en France. Et je me dis que si c'est pas moi qui le faisais, je sais pas qui le ferait. Voilà. Bon, c'est ça que je voulais dire. D'accord, c'est dit. Ouais. Merci. Cool, c'était un plaisir, Leïla, de faire ça.